Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Méthode Silva, qui continue notre cheminement là sur From the Founder. On a papoté sur la première partie avec Lee du côté associé à tout ce qui est ramené dans le réel, ramené dans le concret. Allez, faites, construisez, mettez en place, travaillez en subjectif, emmenez en objectif. Alors, chose qui, moi, me passionne ces dernières semaines. Comme je te disais, moi, je prends en fait mes éléments de l'objectif, du concret. Je fais comme une espèce de carte, soit une carte, soit une photo du réel, et je l'emmène à l'intérieur de moi. Tu vois, comme si je l'emmenais dans mon laboratoire, et qu'après, je disais, OK, bon, bah, maintenant, je peux faire ce que je veux, entre guillemets. J'ai un problème dans le réel, je le prends en photo, je me pose là où je ferme les yeux et je dis OK, il se passe tout ça, je ressens ça et je le ramène en interne. Et souvent, moi, je vais au labo parce que j'aime bien. Et au labo, j'imagine qu'il y a un écran où il y a l'élément. Et là, j'entends plein de choses. Genre, ouais, il faudrait faire ça, pense à ça. Et j'ai des ingénieurs et tout. Mon labo est devenu un centre d'ingénierie de haut niveau. Mais c'est hyper intéressant, cette notion de se dire, je sais que dans le concret, dans la réalité, je suis limité. Ce qui est intéressant, c'est que je vais m'autoriser à penser tout ce que je veux quand je suis en interne. Je m'autorise tout. C'est-à-dire, même les choses qui me semblent absurdes, au départ, je vais quand même les mettre. C'est comme si je faisais un espèce de concertation interne avec toutes les idées qui passent, tout ce qui vient du subconscient, même si ça paraît idiot, je le note. Je dis, OK, il y a ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et après, je les prends en considération, même si l'idée est idiote. Parce que j'estime que le monde subjectif a ça d'intéressant, c'est que tu n'as pas, et on revient vraiment à la notion que partage souvent José, il n'y a pas les limites. Et c'est intéressant de te dire, et si j'étais en dehors de la boîte de mon problème, comment je verrais mon problème? Tu sais, c'est vraiment think out the box, quoi. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Penser en dehors de la boîte. Et quand on s'autorise à se dire, mon monde interne, il peut être aussi dingue, farfelu, et avec des ingénieurs, avec des robots, avec des petits personnages, des lutins et tout qui passe, je m'en fiche. L'idée pour moi est de me dire, là, tout ce qui vient est un modèle de pensée qui va peut-être, dedans, il y a peut-être une solution déjà, ou il y a peut-être déjà un indice pour une solution sur laquelle je vais pouvoir me lâcher et donc ne pas rester dans les codes. Bien sûr, je vais me rendre compte que, je ne sais pas, j'ai eu telle problématique X et la réponse que je suis en train de donner là, si j'avais fait ça, ça serait mieux. Oui, mais ça, je ne peux pas le faire. OK. Mais ne serait-ce que d'y penser, ça te permet de te dire, lâche toutes les possibilités pour commencer peut-être à voir autre chose, à développer de nouvelles options, etc. Est-ce que toi, dans ton monde subjectif, c'est assez cohérent ou ça part aussi dans tous les sens? Est-ce que dans ton laboratoire, est-ce que dans ton écran mental, est-ce que dans le miroir de l'esprit, est-ce que tout est rationnel, entre guillemets, ou est-ce que tu laisses une grande liberté à ta créativité parce que le but étant quand même de trouver des solutions ou solutionner, corriger de façon réelle pour obtenir quelque chose qui, au bout du compte, finira par quelque chose de très concret. Comment ça se passe dans ton monde intérieur, ton monde subjectif, toi? Hélas, les deux. Ça dépend sur quel je travaille. Mais il y a des moments où je suis hyper rationnelle, structurée, je fais tout en ordre, etc. Il y a d'autres moments où j'ai vraiment envie de faire un brainstorming parce que j'ai besoin d'idées, j'ai besoin de créativité. Et je suis contente quand même que je peux choisir si je veux faire l'un ou l'autre. Oui, bien sûr. Oui. Donc, mais je n'ai pas un style précis dans mon laboratoire. Ça dépend de la situation. Quelquefois, je vais juste pour m'amuser. Parce que tu sais, moi je m'étais. Je le vois beaucoup en séance d'hypnose où je dis aux gens OK, dites-moi les premières choses qui vous viennent en tête, on s'en fiche, même si ça vous paraît stupide, idiot, imbécile. Et tu vois qu'au bout de 3, 4, 5 phrases, 5 idées, quand elles commencent à avoir le pattern de je dis n'importe quoi, dans le n'importe quoi, tu sais, c'est le principe de tout est dans tout. Et on sait que souvent, dans un truc absurde, c'est pas si absurde que ça. Ah non, mais j'ai dit ça comme ça. Non, c'est jamais comme ça. On sait qu'il t'est en transe. On sait que donc, tu as une intention. Tu prends ça au sérieux. C'est quand même ta séance d'hypnose ou c'est ta séance de thérapie. Tu vois, donc, même si tu dis n'importe quoi, en fait, il y a le cadre dans lequel tu le fais. Il est sérieux. Et tu veux aller mieux. Tu vois, l'intention, on revient à ce qu'on disait avant. Et même si la personne dit n'importe quoi, tu t'aperçois que dans ce n'importe quoi, il y a énormément d'informations
ultra intéressantes, très pertinentes. Alors, parfois, pas des solutions, mais déjà, ça te donne des explications sur le pourquoi ça va pas. Alors que dans l'absolu, on pourrait se dire, mais il dit n'importe quoi, c'est des mots. Tu sais, c'était un petit peu le concept freudien des associations libres. Mais vu qu'il y a la transe et que la personne, elle est quand même focalisée en écoute dans un cadre où elle sait qu'elle veut solutionner quelque chose. Donc là, on a toutes les étapes qu'on a chez Sylvain. Hein. Ces mots-là et ce lâcher-prise verbal ou imagé donnent énormément de possibilités. Et la personne, vu qu'elle ne se sent pas jugée, une fois on lui a dit non mais t'inquiète, on s'en fiche même si ça te semble idiot, pense que je suis un enfant de 3 ans et tu es en train de me parler et de me dire n'importe quoi. Et bien à ce moment-là, tu te rends compte que la personne qui n'a plus la peur de jugement ouvre complètement son rapport de perception, son rapport de dialogue à lui-même et s'offre la possibilité peut-être même d'entendre, de voir ou de percevoir des choses nouvelles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de ramener dans ce monde subjectif à dire on lâche un petit peu le côté ultra rationnel, même si au fur et à mesure, tu sais, c'est un petit peu un entonnoir, un pen funnel, tu vois. On arrive, au départ, c'est n'importe quoi, puis au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus sérieux, quoi. Tu enlèves toutes les choses qui n'ont pas d'intérêt pour raffiner et faire sortir le nectar de choses utiles et perceptibles pour toi. Et tu vois, je trouve que c'est important que les personnes puissent se dire, ton monde subjectif, comme dit Silva, il n'a pas de limite, vu qu'en fait, la seule limite que tu as, c'est par rapport à tes croyances. Donc, il n'a de limite que tes croyances, mais ça, à la limite, tu peux les changer. Et à partir de là, tu peux travailler tes cas en t'apaisant d'une certaine façon, parce que tu cherches des solutions, même absurdes au départ, que tu sélectionneras pour devenir de plus en plus concret et remettre en pratique. Ça, je pense que c'est un élément qui est important à reprendre pour beaucoup, parce qu'il y en a, il dit, je ne sais pas quoi faire. Bah, pour l'instant, laisse les choses aller. Le sais pas quoi faire. Toi, fais confiance au verre d'eau, fais confiance à tes rêves, fais confiance à des choses qui ne te sembleraient pas cohérentes. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les rendre cohérents. Mais cette confiance en soi, intuition au bout du compte, hein, c'est ça qui va nous permettre d'avancer et d'avoir plus d'options d'information et de sélection. Problème existe, analyser, planifier les étapes. Ok, ça non. Ah oui, alors. Là, c'était dans le 14, dans les techniques Silva. Il y a un élément que j'ai trouvé intéressant et je me suis dit, tiens, je vais te poser la question. Se réveiller quand on veut prépare à se réveiller pour le verre d'eau quand il faut. Alors, ma question, c'est est-ce que l'apprentissage de se réveiller quand on veut, tu sais, sleep awake control, donc réveil, le travail sur le réveil, est-ce qu'il nous permet de nous préparer à apprendre à nous réveiller quand il faut pour la technique du verre d'eau? Pour la technique des rêves, pardon. J'ai mis verre d'eau, mais c'est rêve. Ok. Intéressant. C'est une vraie question. Hein. J'ai pas de... Oui, on a déjà vu justement, surtout avec Ed, que les techniques sont vraiment structurées pour que... Exactement. Peut-être 3-4 techniques après, c'est plus facile parce qu'on a déjà fait avec une technique précédente. Effectivement. Deuxième technique qu'on apprend, c'est la technique de réveil. Et oui, après ça, prochain exercice, c'est justement, tu vas te réveiller la nuit avec ce souvenir très net d'un rêve. Tu vois, plus on examine ça, plus on trouve que c'est génial. Hein? Ouais, ça c'est. Oui. Mais c'est hyper bien réfléchi, organisé. Et franchement, une grande partie, je crois aussi, c'était intuitif. Ouais, je pense que il y a un truc qu'il faut admettre. Je pense qu'on biaise. On biaise en retour parce que c'est toujours possible de trouver des liens de cause à effet. Ouais. A posteriori. Ouais. N'empêche que quand je l'écoute, tu sens que ce que dit Ed, il y a des moments, José, il l'explique. Il dit bien, il y a ça qui va entraîner ça. Il y a ça qui, dans X sessions, va entraîner ça. Comme tu nous avais expliqué, et souvent je le rappelle, si vous ne savez plus faire la technique, pour les instructeurs, hein, les premiers mots, les premières phrases qu'il y a te rappellent l'élément à te souvenir et les points clés à expliquer. Enfin, tu vois, en fait, même pour la notion de l'instructeur, il y a une espèce de rappel, de mémo qui est là. C'est quand même structuré pour au cas où. Donc,
là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant à s'interroger, à se dire, est-ce que apprendre donc à se réveiller n'est pas apprendre à se réveiller pour noter nos rêves? Question à voir. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Hein, mais c'est vrai que déjà, quand on a fait cette technique, et pour certains, c'est une révélation qu'on peut se donner une information et puis on est totalement inconscient et notre cerveau nous réveille quand même au bon moment. Donc, quand on trouve que ça fonctionne, peut-être ça nous donne beaucoup plus de confiance, justement, qu'on va se réveiller au bon moment. Et puis, donc, quand on fait la technique du rêve, c'est beaucoup plus facile à y croire quand on sait, justement, que si j'ai besoin de me rappeler d'un rêve, je vais me réveiller au bon moment. C'est quand même, moi, c'est ce que j'aime bien dans la méthode, c'est que même si tu le dis souvent, hein, vous pouvez travailler n'importe quelle technique, amusez-vous avec les techniques, développez-les. Mais c'est sûr que si on suit les techniques, il y a vraiment une logique dans les techniques. Hein. Ouais. Il y a une logique de si j'apprends à me réveiller, si j'apprends à faire ceci, pour les techniques qui suivent, c'est vachement plus cohérent. Après, bien sûr, tu sais que moi, je ne suis pas hyper fan des mots-clés. N'empêche que quand on avait bien étudié les mots-clés, je me suis dit, wow, c'est bluffant les mots-clés. C'est pour notre imagination, c'est pour la visualisation, puis après le développement de l'imagination. Le moment où tu m'as dit ça, j'ai fait, ah ouais, c'est quand même sympa les mots-clés. Alors qu'avant, moi, j'accrochais pas plus que ça. Tu vois, c'est pas la technique, c'est pas celle que je vais vendre parce que je vais pas l'utiliser pour me souvenir. Par contre, je vais l'utiliser pour créer des histoires. Et quand tu as commencé à me dire, bah oui, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est plus tu vas te permettre, et tu avais donné un exemple dans la tasse, tu imagines un hydravion qui arrive et tout, et tu commences à faire toute une histoire au travers de ça. Et je me dis, bah ouais, et ça nous développe quoi? Imagination. Ah oui, mais je crois que je n'avais pas d'imagination. Ben si, tu as d'imagination, parce qu'en fait, en apprenant officiellement pour mieux mémoriser, tu es en train de créer ta visualisation, parce que tu sais ce qu'est une tasse et tu l'as déjà vu, donc tu le reprends, et tu es en train de créer une histoire au travers de ça, donc tu es en train d'imaginer, donc tu es capable d'imaginer. Génial. Tu vois, alors que techniquement, la technique, je dis, ouais, bon, à 10, ça va, me souvenir des trucs, ça va. Et au pire, si j'y arrive pas, j'écris ça sur mon téléphone. Allez. Mais tu vois, à posteriori, mais non, c'est génial. Et quand tu dis, bah, plus tu vas apprendre de chiffres, et puis tu vas te dire, ah bah oui, mais je peux créer des histoires. Et ça, j'aime bien parce que tu le montres souvent. Ah bah chat, j'ai déjà eu ce type d'histoire-là, à ce chiffre-là, on m'a déjà donné avec le chat plein de trucs. Donc, tu réexpliques les histoires et tu dis, ça, on me l'a donné au moins 10 fois parce que c'est un mot à ce chiffre-là régulièrement qu'on a donné. Et tu fais, bien sûr, c'est normal, c'est logique. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que même si la technique, on n'accroche pas, le fait de travailler la technique, de la développer, on développe des compétences connexes. Et ça, c'est hyper intéressant. Même si on se dit, ouais, mais non, j'arrive toujours pas à me réveiller le matin, ou je sais pas, j'arrive pas à traduire mes rêves, continue. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas t'apercevoir qu'au bout du compte, peut-être, tout bêtement, je me souviens pas de rêve, mais j'arrive à me réveiller. Ah, mais initialement, je n'arrivais pas à me réveiller. Ah oui, mais tu arrives à te réveiller pour tes rêves. Donc, potentiellement, tu arrives à te réveiller pour à l'heure que tu veux. Tu vois. Et ça, c'est une compétence, peut-être que tu te souviens pas trop de tes rêves, tu écris 3 mots et tu t'en souviens plus le lendemain. OK, mais tu t'es réveillé. Donc, tu es en train de nourrir je peux me réveiller. C'est ça qui est assez amusant. On peut se dire, en faisant quelque chose, on est en train de développer des réelles compétences. Et c'est des compétences qu'on va pouvoir exploiter sur d'autres outils qui vont peut-être plus nous parler pour plein de raisons. Après, par notre personnalité, nos besoins, etc., etc. Donc ça, je trouve ça top. Dans le 15e vidéo, coïncidence. Pourquoi la méthode Silva a si bien évolué? Oui, alors ça, c'est José qui disait ça. Je trouvais ça assez intéressant. On pourrait se dire que la méthode Silva, alors aujourd'hui, on en entend moins parler, mais pendant des décennies, il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont été formées. Vous imaginez le délire? Plusieurs millions de personnes. C'est incroyable. Je ne sais plus à combien on en était. Il faudrait que je vous retrouve les chiffres, mais je ne sais plus si c'était 7 millions ou 8 millions de personnes. C'est énorme pour un système. Et ce, en pas trop d'années au bout du compte, parce que 66, on va dire, jusqu'aux années… toi, tu avais dit que le ralentissement, c'était années 95. À sa mort, en gros, 99, ça s'est ralenti, on va dire, début du 2000. Donc, en 40 ans, moins de 40 ans, plusieurs millions de personnes ont été formées. Et on pourrait se dire, c'est une stratégie. Et effectivement, on en a parlé avec Lee, c'est hyper bien structuré. Il y a
le central, il y a les directeurs, il y a les instructeurs, c'est hyper bien pensé. Il y a vraiment un système qui est cool. Et lui, il dit, ouais, mais en fait, il y a beaucoup de coïncidences. La méthode s'est développée, en gros, par beaucoup de chance. Ouais. C'est quand même drôle. Toi, tu pourrais te dire, ouais, c'est du travail, c'est parce que c'était génial. Oui, il y a ça aussi. Coïncidence. C'est amusant pour quelqu'un qui parle de clairvoyance, qui parle de confiance, qui parle de faire confiance. Lui, il aime bien parler de comment il appelle ça, cette espèce d'élément universel, d'intelligence supérieure. Dire, bah ouais, en gros, c'est de la chance. Mais on revient dès lors à ce qui est de la chance, des coïncidences. On en vit des coïncidences, tout le temps. On peut croiser quelqu'un à un stage Silva ou dehors, n'importe où, et se dire, ouais, bon, je l'ai croisé, il était sympa, mais ne pas avoir pris conscience que cette personne-là, peut-être, elle est hyper importante pour un truc que tu as à faire dans ta vie. Et si tu n'es pas ouvert à ça, si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu n'écoutes pas le « Ah, je le sens bien, cette personne-là », ou tu es un peu timide, ou tu dis « Ah, je ne vais pas lui demander son mail parce que… » ou tu ne lui envoies pas le mail alors que tu as son mail parce que tu dis « Ouais, mais… Hein », bah, tu passes à côté de trucs. Et ça se trouve, une des grandes forces de José, et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, certainement, il a créé sa méthode avec beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling. Peut-être que la vie et les coïncidences, c'est aussi cet élément de se dire, j'ose, je vais faire, j'appelle, j'y vais. Vous n'avez peut-être pas lu sa biographie, mais dans sa biographie, c'est quand même un gamin qui a décidé d'apprendre à conduire à un moment donné pour aller à San Antonio pour prendre des produits pour les revendre en grosserie, etc., en boutique. Et il a appris à 15 ans à conduire pour ça. Parce qu'il s'est dit, tiens, il y a un filon. Il était beaucoup dans le filon. Tiens, je vais faire de la radio parce que, tiens, je vais commencer à faire un truc avec la télé parce que la télé va dépasser la radio. C'est quand même, il avait un filon, il avait un feeling. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion de coïncidence? Comment tu traduirais, toi, avec ton expertise et ta sagesse, le rapport à la coïncidence? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce qu'on en fait des coïncidences au bout du compte? Ok, alors d'abord, moi j'adore les coïncidences. Michael m'a même acheté un livre pour un anniversaire, Coïncidences extraordinaires, etc. Mais si j'aimerais recommander à toute personne qui est fascinée par chance et coïncidence, un livre qui s'appelle Votre capitale chance de Dr. Comment c'est son prénom m'échappe, Dr. Wiseman. Wiseman, littéralement. Oui. Un magicien qui est devenu psychologue. Et lui, il a analysé justement tous les facteurs de chance. Et justement, même s'il est très matérialiste, logique, raisonnable, etc., à part des choses comme confiance et observation, il disait intuition. Hein, suivez votre intuition, faites confiance dans votre intuition pour justement que les chances peuvent se produire et que les coïncidences soient des coïncidences positives. Mais pour revenir à José Silva, en fait, il paraît que quand il était toujours jeune adulte, il commençait à se poser des questions par rapport à ses propres réussites parce que justement, il a beaucoup bossé, il a beaucoup étudié, etc. Mais il a regardé des gens autour de lui qui avaient aussi leurs affaires et lui, il disait, mais c'est comme si moi, j'ai plus de chance. Les autres, ils sont aussi intelligents que moi, ils sont aussi motivés, ils dépensent beaucoup d'énergie, mais moi, je réussis quand eux ne réussissent pas. Et il dit, c'est parce que c'est comme si je suis toujours dans le bon endroit, au bon moment, je prends la bonne décision. Et pour lui, c'était comme des coïncidences. Et il se demandait pourquoi. Et quand il a découvert justement les ondes alpha et les électroencéphalogrammes, là, il s'est rendu compte que lui, chaque fois qu'il devrait réfléchir, il était automatiquement en alpha, pendant que d'autres personnes continuaient à fonctionner à niveau bêta. Donc, il avait vraiment ce don, si vous voulez, de pouvoir automatiquement aller en intra. Et là, justement, il était plus apte à
justement utiliser intuition, prendre la bonne décision, va dans la bonne direction. Et les coïncidences se sont produites parce qu'il était ouvert à les accepter. D'accord? Ouais, je suis en train de réfléchir dans ce que tu me dis, je suis en train de revenir sur sa biographie et tout. Et en fait, il y a un élément, alors plus concret encore, hein, que être en transe. Alors pour moi, traduction pour les hypnos, en gros, quand on est en transe, on est plus réceptif. Quand on est plus réceptif, on fait attention à des petits détails qui nous permettent d'être beaucoup plus à l'affût. En gros, pour même les PNListes, hein, je suis plus en synchro avec ce qui se passe, donc j'ai plus de pertinence, etc. etc. On peut le capter. Mais il y a un élément encore plus concret que ça. De moi, ce que j'observe, hein, je suis en train de cogiter avec coïncidence, c'est que c'est un gars qui était ultra curieux. Oui. Ultra curieux. Et en fait, la curiosité, si on y pense, la coïncidence, ça serait quoi? Ça serait, il se passe quelque chose à un moment donné où c'est le moment où ça arrive. Et c'est le bon moment, quoi. Il y a quelque chose qui, genre, les cieux sont avec moi. Mais en fait, si tu n'es pas curieux de ce qui se passe, des gens, alors là, on arrive sur des éléments comme l'intelligence sociale. Sylvain, tu sens que c'était quelqu'un qui avait une énorme intelligence sociale. Il osait aller voir les gens, il osait parler avec les gens, il osait proposer des choses, il osait dire des choses, il osait s'intéresser. Il est arrivé quand même à étudier la psycho parce qu'il faisait un test de personnalité absurde à l'armée. Donc, il dit, mais attendez, c'est complètement débile votre questionnement. Et en parlant avec le psy, il s'est dit, mais attends, on apprend des choses comme ça. C'est quand même un gamin qui s'est intéressé à la boxe, il s'est intéressé à la voiture, après il s'est intéressé à comment on crée un business, comment on peut gérer des équipes, comment on peut… En fait, il y a une curiosité. La curiosité, je pense que… l'opéra. Exactement, ouais. Plein de choses tellement différentes. Et à haut niveau. C'est-à-dire qu'en plus, il est allé loin, il était hyper pertinent dans ce qu'il faisait. Et cette curiosité, je me pose la question, hein, mais est-ce que ce n'est pas un ingrédient de la réponse à la coïncidence? Est-ce que… Parce qu'on est alors curieux, ça veut dire on est ouvert. Et là, on revient sur des trans ouvertes. La trans, c'est quoi? Communication entre le conscient et le subconscient diminuant le facteur de jugement et qui nous permet d'être plus réceptifs aux suggestions. Mais attention, toute suggestion n'est pas fait ça ou voilà. Une indication, une couleur, une personne, un mouvement, c'est une suggestion. Et si on est plus ouvert à ça, est-ce qu'on est plus curieux à ça? On a une transe ouverte. Est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas des choses qui font écho avec nous de ça? C'est juste par rapport à quoi? Une intention, une envie de… je cherche telle ou telle chose. On va reprendre l'exemple simple. Vous savez très bien que vous êtes dans des trans beaucoup plus ouvertes quand vous savez que vous allez acheter une nouvelle voiture rouge qui est une voiture X et vous allez la voir partout parce qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes dans une intention de ce qui vous intéresse, objectif, je vais avoir ma nouvelle voiture et d'un coup, on la voit partout parce que ça devient votre focale. Donc, c'est la même chose si je suis ouvert à ce moment-là, si je suis curieux de ce qui se passe sur la route, je commence à le voir. Si par contre, je reste sur mon GPS et que je regarde rien, il y aura tout autant de voitures, mais je ne les verrai pas. Donc, est-ce que la curiosité, je ne sais pas, hein, là c'est vraiment une hypothèse, mais est-ce que ça n'apporterait pas cette patte? Alors, curiosité, et là on pourrait parler entre hypno, est-ce qu'on n'arriverait pas dans une confusion-saturation, parce que plein de choses nous intéressent, et la confusion-saturation nous amène à un processus inductif qui nous amène en alpha ou en theta en fonction de tout à chacun, tu vois. Confusion-saturation égale, parce qu'on est ouvert à plein de choses, donc on est moins focalisé, donc on sature et on se confusionne. On rentre dans un schéma de transe, et dans cette transe, on a un ensemble d'ouverture à la suggestion, des suggestions externes. Tu vois, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse. Oui. Je ne sais pas si c'est saturation, mais c'est vrai qu'avec curiosité, va automatiquement ouverture et observation. Et quand vous avez tout ça, évidemment, vous allez capter des choses que normalement, vous n'allez pas capter si vous êtes dans votre petit rêve ou vous pensez à hier ou demain et vous n'êtes pas ici et maintenant. Et pendant l'observation de ce qui se passe autour de nous, ça c'est très important pour les coïncidences parce que sinon, on va les rater. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, méthode Silva, les 3 doigts, quand vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ça c'est quoi? C'est arriver à votre niveau, vous êtes à votre niveau, vous êtes plus ouvert pour écouter, apprendre, comprendre, prendre attention aux gens, etc., etc. Et on avait vu dans méthode Silva et business, vous pouvez garder les yeux ouverts, vous utilisez simplement vos 3 doigts et vous faites attention et vous êtes plus ouvert, plus pertinent pour répondre aux personnes qui sont avec vous et pour répondre à leurs besoins. On est quand même complètement dedans.
cette notion, alors comme tu disais tout à l'heure, Silva devait rentrer facilement en transe, donc à son niveau, et donc être ouvert, mais on sait très bien que cet état nous permet de l'ouverture, d'autant plus. N'oubliez pas qu'il y a une suggestion de départ. Je souhaiterais mieux mémoriser ce cours ou je souhaiterais retenir les meilleures choses. Mais ça peut être, en ce moment, je suis en train de faire un business de machin, il me faudrait une personne comme ça. Et on arrive à un endroit, j'entends quelqu'un qui parle de médecin ou de tel ou tel truc ou de mécanicien et tout. Et parce que je suis ouvert, je me dis, ah tiens, je vais. Et là, on va dire, à coïncidence. Alors qu'en fait, des médecins, des mécanos, des électriciens, quand il y a 300 personnes, il y a de fortes chances qu'il y en ait. Mais vu que là, on a écouté, vu que là, on était en attente, vu que là, on était dans notre projet et qu'on avait une intention de trouver quelqu'un, on est peut-être plus alerte à ça. Et être en transe, en alpha, à ce moment-là, nous permet d'y aller et d'oser. Et justement, pour les hypnotistes, diminution du facteur de jugement, c'est-à-dire je suis moins critique vis-à-vis de moi-même à dire non mais il ne faut pas que j'aille les voir, c'est idiot, c'est stupide, je vais me faire jeter. Mais tu fais tu es dedans, tu es dans l'instant, comme a dit Lee tout à l'heure, je suis dans le présent et j'y vais, il se passe ce qui se passe, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas, ça se passe pas. Mais il n'y a pas de non, je peux pas, il faut pas, c'est mal, c'est pas bien, je vais les déranger. Diminution du facteur de jugement. Donc, là, il y a un facteur critique. C'est cette notion qui peut être intéressante à prendre en compte. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent en avant le succès par les coïncidences. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai entendu dernièrement qui disait ça. Où est-ce que j'ai lu ça? Je ne sais plus. Quelqu'un qui disait pareil, non, mais moi, dans la vie, j'ai eu juste de la chance. Alors que le gars, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais genre un gars grandiose. J'ai eu que de la chance. Ah, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. Et c'est vrai que ça peut être une manière de voir. Vous pouvez jongler avec la chance. Alors oui, on n'est pas en train de parler du loto. Hein. On est en train de parler de... c'est vrai que le mot coïncidence est plus beau, je trouve, que chance. Chance, ça laisse... Ah oui, dans ce cas-là, gagne au loto, tu vois. Mais la coïncidence, c'est une espèce de chance contextuelle. C'est parce qu'il y a des éléments qui vont interagir. C'est intéressant que tu as parlé des trois doigts dans ce contexte, parce que quand j'enseigne les trois doigts, j'ose carrément à dire à tout le monde, parce que normalement, il y a une semaine ou deux entre le premier et le deuxième week-end, je dis, quand vous revenez, vous allez me raconter, parce que je vous fais de promesses, vous allez avoir plus de la chance. Vous allez avoir des coïncidences extraordinaires si vous utilisez les trois doigts. Et vous allez me raconter la prochaine fois. Parce que je sais que c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais ça a du sens. Ça a complètement du sens. Tu es plus curieux, tu es plus ouvert, tu es ouvert. Voilà, la notion de tu es ouvert. Ta transe est ouverte, tu es OK pour recevoir de l'info. Donc, ouais. Et on est plus dans l'instant. Et on sait que très bien, la transe alpha, c'est une instantanéité. C'est vive l'ici et maintenant. C'est tout l'intérêt d'avoir une diminution du facteur de jugement, un facteur critique qui part. On n'est plus en train de se dire oui, mais on n'est pas en externe, on n'est pas. Non, on est là dans l'instant et plus connecté à un ensemble d'auto-critique ou d'auto-jugement qui n'a pas de sens à ce moment-là. Donc, on vit l'instant beaucoup plus intensément, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Très bien. On va s'arrêter là aujourd'hui, étant donné qu'on a avancé juste 2-3 trucs et demi. Oui. Ce qui est bien, c'est que on y va doucement. Hein. On fait 2 points par 2 points. Et encore, la semaine dernière, on a fait la moitié d'un point. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de partir sur des réflexions. Nous, on tente vraiment de vous donner un maximum d'infos par rapport à ce qu'on connaît. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous, ça ne nous pose pas de problème de revenir sur des éléments. Au contraire, là, vous voyez From the Founder, donc ces vidéos-là, il revient sur plein d'éléments dont on a déjà parlé avec Lee. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'il y a des semaines et des mois. Vous imaginez, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on fait ça. Donc, il y a des choses, c'est des redites, bien sûr. Mais en plus, nous, on continue à maturer, à grandir, à évoluer dans la méthode, puis autour. Donc, on vous rajoute des éléments qui nous semblent pertinents, actuels ou auxquels on a pensé et qui peuvent être utiles pour vous. Bien sûr, c'est des plus et restez sur les éléments de base. Si vous aimez bien les éléments de base, revenez sur votre manuel de cours, les bouquins, etc. Nous, on tente vraiment de vous ouvrir au maximum à ce niveau-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lee? Oui, ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que tu as sur ton t-shirt là? Hugs quoi? Facing drugs. Facing drugs. Ouais, c'était un concept que j'avais. En fait, l'idée à l'époque, c'était de dire
pour combattre un peu la drogue et tout ça. C'était, je voulais faire de l'hypnose et j'avais appelé ça Hugs. Donc c'était, alors je sais plus comment j'avais appelé, hypnosis. Le U, je sais plus ce que je vais dire, Great Sensation. Et en fait, c'était en gros faire des séances d'hypnose aux personnes qui avaient l'habitude de beaucoup fumer ou prendre des extas et leur proposer ça pour qu'ils limitent la consommation, voire qu'ils n'en prennent pas sur des soirées, etc. Donc Hug, c'est un acronyme pour. Ouais, c'est un acronyme que j'avais inventé. Ah, d'accord, ok. Donc on termine avec ça. Exactement. Yes, donc si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bye, et à très vite. Ciao, ciao.